milliards. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. François-Xavier Bellamy, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas démarrer cette interview en évoquant l'actualité générale, mais en insistant sur l'actualité d'une jeune fille, d'une adolescente, Mila, 16 ans, menacée de mort en France, harcelée sur les réseaux sociaux pour avoir critiqué, insulté, il faut bien le dire, une religion, l'islam. Je ne reviens pas sur les mots violents que cette jeune fille a utilisés, mais sur les conséquences qu'elle subit, menacée de mort, harcelée dans un pays comme la France, dans une quasi-indifférence. Que penser d'une telle situation ? La première chose que je voudrais dire, c'est que je soutiens Mila et que nous devrions tous la soutenir. Bien sûr, ces mots étaient violents, et je crois que dans une société, on doit pouvoir trouver d'autres expressions de sa liberté que de dire du mal d'une religion, quelle qu'elle soit, qui représente un attachement pour des milliers de croyants. Ça ne change rien au fait que jamais personne ne devrait être menacé pour avoir tenu quelque discours que ce soit, fût-il d'ailleurs offensant. Et je crois qu'il y a quelque chose de très grave dans ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Cette jeune fille est empêchée de se rendre dans son établissement scolaire parce que sa sécurité ne peut pas être assurée, son identité a été dévoilée, son adresse a été identifiée. Elle est donc directement menacée de mort par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et dans une forme d'indifférence générale parce que tous ceux qui la menacent aujourd'hui restent libres alors qu'elle-même ne l'est plus. Vous dites indifférence générale, vous avez dit au début de cet entretien, il faut que ça doit tous nous interpeller, tous, y compris le pouvoir, l'exécutif, la justice, la ministre peut-être la garde des Sceaux. Bien sûr, y compris aussi, évidemment, les représentants du culte musulman en France. Et je dois dire que j'ai été glacé d'entendre les propos de M. Abdallah Zekri chez certains de vos confrères qui disaient en réagissant à cette affaire que Mila l'avait bien cherché et qu'elle devait assumer les conséquences, je le cite littéralement, assumer les conséquences de ce qu'elle avait pu dire. Encore une fois, on peut trouver offensant sa parole. Et parce qu'il y a une double enquête, on va le préciser. Il y a une enquête sur les menaces de mort et une enquête aussi pour incitation à la haine contre la jeune fille aussi par rapport à ses propos. Et là, il y a quelque chose de stupéfiant aussi dans la réaction des pouvoirs publics. Lorsqu'une personne est menacée pour avoir tenu ses propos, pourquoi faudrait-il que l'État la poursuive ? Et la poursuive d'ailleurs pour racisme, ce qui n'a littéralement aucun sens. Il n'y a pas de racisme dans le fait de critiquer une religion. Le concept d'islamophobie, on le voit, est en train de produire ses effets délétères. On doit pouvoir critiquer une religion. On doit respecter ceux qui la pratiquent, bien sûr, mais ça n'empêche pas que la liberté d'expression doit être garantie dans notre pays. Le droit de critiquer, le droit au blasphème. Il y a quelques années, nous étions tous Charlie. Que reste-t-il aujourd'hui de cette conviction partagée que la liberté d'expression est notre trésor commun ? Restons sur le plan judiciaire, François-Xavier Bellamy, avec cette mise au point de la Cour de cassation vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Cette haute juridiction rappelle le principe d'indépendance de la justice alors qu'Emmanuel Macron s'était prononcé en faveur de la tenue d'un procès dans l'affaire Sarah Halimi, cette sexagénaire juive tuée dont le suspect a été considéré comme irresponsable. Vous soutenez le président qui est sorti d'un certain devoir de réserve et on voit que la Cour de cassation réagit ? J'ai du mal à comprendre la réaction de la Cour de cassation. Je dois le dire, je ne suis pas juriste. On peut le comprendre quand même, l'indépendance de la justice par rapport à la parole du Mais le président de la République n'a absolument pas évoqué la nécessité d'un verdict particulier dans cette affaire. Il a évoqué la nécessité d'un procès, ce qui est une manière de dire que la justice doit pouvoir faire son travail et doit pouvoir organiser ce qui, je le crois, est nécessaire pour que, effectivement, soit reconnu le scandale que représente ce meurtre antisémite, qu'ensuite on puisse considérer que la personne qui a commis ce meurtre était irresponsable, évidemment tout à fait en dehors des compétences du président de la République de le dire, mais il ne s'est pas prononcé sur ce sujet. Et sur ce point, je dois dire que j'ai du mal à comprendre la sévérité du jugement qui est porté contre lui. Il y a le combat permanent. Oui, allez-y. Je me permets de dire cependant que dans ces confidences dans un avion, je crois que peut-être l'un des problèmes vient aussi du fait que le président de la République s'exprime d'une manière peut-être très approximative sur un grand nombre de sujets. Et il a dit quelque chose qui me paraît dramatique et qui a quelque chose à voir avec le sujet qu'on évoquait juste avant, à propos de la question de la guerre d'Algérie qu'il a rapproché de la Shoah dans le rapport que la mémoire collective entretient avec ces faits. Et je crois que là, pour le coup, il y a une parole très grave. Mais êtes-vous sûr ? Parce que vous avez dénoncé une indécence absolue. Est-ce que vous êtes sûr, quand on revoit les propos, je les ai revus en détail, est-ce que le président a vraiment fait ce parallèle ou est-ce que ce n'est pas une polémique très politicienne là ? Il ne les a pas comparés et à aucun moment je n'ai évoqué une comparaison de sa part. Mais il a évidemment rapproché
c'est de fait dans le rapport que la mémoire collective entretient avec eux, en disant que la Shoah était pour Jacques Chirac ce que la guerre d'Algérie serait dans son mandat du point de vue du travail de la mémoire. Quel rapport y a-t-il rapport y a-t-il entre ces deux événements? On peut bien sûr interroger la question de l'expérience coloniale. On peut faire la lumière, on doit faire toute la lumière sur ce qui s'est vécu à travers la guerre d'Algérie. Ça n'enlève rien au fait que, et au moment où nous commémorons la libération des camps de concentration, il n'y a aucun rapport possible, aucune relation possible. Juste une fois qu'on a dit cela, et tout le monde est d'accord, que craignez-vous juste s'il y a la poursuite d'un travail mémoriel sur la guerre d'Algérie? C'est pour tenter aussi de régler des problèmes actuels et contemporains en France. Le président n'a-t-il pas raison aussi de s'intéresser à ce qui se passe, à ces différentes générations aujourd'hui d'immigration? Comment peut-on imaginer régler le moindre problème en laissant entendre implicitement à des jeunes générations issues d'une immigration algérienne que la France est coupable? Et il redit ce mot, de crime contre l'humanité à l'égard de leurs parents, de leurs grands-parents. Il n'y a aucun travail à faire, la guerre d'Algérie n'est pas un impensé de la politique mémorielle de la France. Il y a bien sûr un travail mémoriel à faire. Ce travail mémoriel, d'ailleurs, disons-le, il est déjà en cours. Et le président de la République a tort lorsqu'il prétend qu'aucun travail n'a été fait sur ce sujet fondamental. Et bien sûr, les historiens n'ont pas attendu sa parole. Bien sûr, nous n'avons même pas attendu non plus qu'il s'exprime sur ce sujet pour faire un travail de mémoire. Mais le but, c'est de pouvoir reconstruire un pays. Et c'est ce qui est en jeu. Avec des mots comme cela, le président de la République... Pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance au président de la République pour trouver une position équilibrée entre la repentance, et j'imagine que vous la rejetez, et puis un travail de mémoire constructif pour les générations à venir? Ça n'est même pas une question de repentance, c'est bien plus grave encore que cela. Le président de la République laisse entendre qu'il y aurait un rapprochement possible entre la Shoah et la guerre d'Algérie, entre la Shoah et la colonisation. Pour le dire autrement, il explique en substance... Entre la mémoire de ces événements qui n'ont rien à voir, et il reconnaît l'unicité... Mais s'il y a une proximité entre la mémoire de ces événements, c'est qu'il y a une proximité entre ces événements. De ces paroles, on a compris que vous dénoncez en tous les cas. Mais c'est très grave. Et je le dis comme enseignant. Il y a dans notre pays des centaines de milliers de jeunes, des centaines de milliers de personnes qui grandissent en se sentant proches par leur histoire de l'Algérie et de cette mémoire. Quand vous leur expliquez qu'il y a une proximité entre la guerre d'Algérie et la Shoah, que le travail de mémoire à faire est le même, vous leur expliquez en substance, en indiquant que la France a été coupable de crimes contre l'humanité. Ce terme a été inventé pour parler de la Shoah. Ça n'est pas du tout anodin. Vous leur expliquez qu'il y a un fossé désormais infranchissable entre eux et le pays dans lequel ils grandissent. Mais vous reconnaissez que la guerre d'Algérie ne doit pas rester un impensé de la politique mémorielle de la France. Je vais vous ramener, François-Xavier Bellamy, créer ce fossé à l'actualité, j'allais dire plus concrète, en tous les cas plus immédiate, actualité sociale et d'abord économique. Des chiffres du chômage encourageants hier, remis en cause par certains, mais est-ce qu'il faut reconnaître que la politique économique du gouvernement va dans le bon sens quand on voit en détail ces chiffres ? Bien sûr, les chiffres du chômage sont une bonne nouvelle. Il serait totalement absurde de le contester. Et la baisse du chômage est un signe très encourageant. On peut dire simplement deux choses peut-être pour tempérer ce jugement. Le premier, c'est que nous sommes encore très loin de nos voisins européens. Le chômage est toujours autour de 8% dans notre pays. Il est à 6% en Europe en moyenne. Il est à 3% chez nos voisins allemands. On peut se féliciter de cette évolution positive, mais nous avons encore bien du chemin à faire. Et rien n'a été fait, je le crois, malheureusement, pour que, de façon structurelle, nous puissions bénéficier d'une conjoncture internationale qui est aujourd'hui favorable. Nous avons aujourd'hui le pays qui prélève dans l'OCDE le plus de prélèvements obligatoires, le pays qui a la fiscalité la plus pesante, notamment sur le travail et sur les impôts de production. Même si des efforts sont faits dans ce domaine, et vous le savez, vous ne dites pas que ça va dans le bon sens. Non, mais il y a eu des efforts. On ne pouvait pas de toute façon ne pas progresser étant donné la situation dont on partait. Mais encore une fois, de manière structurelle, je crois que nous n'avons pas vu encore les réformes substantielles qui pourraient nous permettre d'espérer. On va conclure, François-Xavier Bellamy, puisque vous avez parlé de nos voisins européens. C'est ce vendredi 31 janvier, ça signe le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les pêcheurs français, il faut en parler, qui dépendent des eaux britanniques, sont encore dans le flou. Ils risquent de se recevoir le mur du Brexit. Vous les défendez en tant que député européen? C'est un sujet majeur parce qu'aujourd'hui ils seront les premiers touchés par le Brexit à travers la fermeture des eaux territoriales britanniques. Nous disons, en parler c'est bien, agir c'est mieux. Que faites-vous en tant que député? Nous avons préparé, je suis responsable de ce sujet pour mon groupe au Parlement européen. Nous avons préparé la mise en œuvre de moyens d'urgence pour soutenir les pêcheurs dans un premier temps si jamais leur bateau devait rester à quai à cause de la fermeture des eaux territoriales britanniques. Mais ça c'est une mesure d'urgence qui ne pourra pas être viable sur le long terme. Nous avons donc avec Michel Barnier engagé un
un travail pour que la pêche et donc la réouverture des eaux britanniques soit au cœur de la négociation. Mais le Brexit, c'est demain, après-demain, c'est vendredi. Mais la négociation, elle va durer encore 1 an. Et donc, nous avons le travail nécessaire pour pouvoir avancer là-dessus. Merci François-Xavier Bellamy, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.